Aujourd'hui, dans Mythbusters, nos deux amis s'attaquent à Hollywood et au mythe du canot de sauvetage transformé en parachute. Quant aux membres de l'équipe junior, ils perdent la tête devant des soins capillaires en testant les qualités explosives de la crème pour cheveux. Hold up, babe. Pour finir, un peu d'amusement plein désert. J'ai trouvé quoi faire aujourd'hui. Découper un avion. Un fuselage en chute libre, au cours de laquelle Buster découvre tous les dangers de la vitesse. Oh my God. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Hyneman. Soit on meurt, soit on décolle. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Nous revoici dans notre lieu de tournage favori, Jamie. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? À quoi est-ce que tu joues? Enlève ça avant de tomber dans les pommes. Nous allons étudier une approche hollywoodienne très intéressante de la physique. Il s'agit de voir si on peut survivre en utilisant un toboggan d'évacuation ou un canot de sauvetage en guise de parachute. You know how to fly, don't you? No. L'archéologue préféré des cinéphiles nous montre le mode d'emploi, avec un saut dans le vide défiant les lois de la physique, suivi d'un atterrissage des plus improbables. Est-ce dû à la magie d'Hollywood ou cela est-il vraiment possible? C'est pour tenter de répondre à cette question que nos deux compères sont venus une nouvelle fois au cimetière d'avions du désert de Mojave, surnommé le paradis des Mythbusters. C'est ici que les vieux appareils viennent prendre leur retraite. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence par quoi? Il faut qu'on trouve un toboggan d'évacuation et un canot de sauvetage. On attachera Buster dessus et on le fera décoller à l'aide d'un hélicoptère. Ensuite, on le détachera et on comparera la vitesse de sa chute à la vitesse à laquelle il serait tombé s'il n'avait été attaché à rien. Et il aura peut-être une chance de survivre. On verra bien. Pour simuler une chute à partir d'un avion en vol, Buster sera largué d'une altitude de 700 mètres. Il est inutile d'aller plus haut, parce qu'une personne en chute libre atteint sa vitesse maximale au bout de 14 secondes. Grant prépare Buster pour son futur exploit aérien. Pour vérifier la plausibilité de ce mythe, Adam et Jamie ont besoin de connaître la vélocité de la chute et surtout la force d'impact de l'atterrissage. Pour vérifier si Buster peut survivre à l'une de ces chutes, nous avons toute une gamme d'instruments. Il y a l'accéléromètre installé dans sa tête, un compteur de vitesse utilisé par les forces spéciales qui prend en compte les variations de pression et qui vous indique votre vitesse. Buster a également des os qui se cassent comme le feraient des os humains. Nous avons aussi un matériel capable d'évaluer les chocs et qui nous donnera une indication visuelle pour savoir si nous avons dépassé un certain nombre de jets. Et bien entendu, ils utiliseront leur fidèle pistolet radar pour suivre manuellement la vitesse de Buster. Et maintenant, Adam va pouvoir concrétiser l'un de ses plus vieux rêves de gosse. Je m'apprête à faire une chose dont je rêve depuis toujours. Tirer le mécanisme de gonflage d'un canot de sauvetage. Au quartier général, Carrie se penche sur un nouveau mythe explosif. Dans les années 50, l'armée de l'air canadienne a connu une série d'accidents inexplicables avec ses avions de chasse. Les pilotes semblaient avoir été décapités par une explosion avant même que l'avion ne touche le sol. Il semblerait que de la crème capillaire additionnée à un environnement riche en oxygène et à une étincelle en provenance du système de communication soit peut-être à l'origine de l'explosion. Une crème capillaire d'un pilote soucieux de son look. Plus l'oxygène pur qui arrive dans son masque, plus un simple court-circuit électrique. Cette association peut-elle vraiment créer une explosion ?
Nous savons que l'oxygène peut provoquer des incendies très importants, voire des explosions s'il est mis en présence des bons combustibles. Il me semble que le cœur du problème est de savoir si des cheveux, enduits de crème capillaire, constituent un combustible adéquat. On devrait commencer par une maquette à l'échelle et voir ce qui se passe avant de manipuler des quantités astronomiques de crème capillaire et risquer de tout s'y passer. Ce qui serait en effet assez désastreux. Pour éviter cela, l'équipe construit une chambre d'explosion dans laquelle ils vont procéder à leur test d'inflammabilité. Test numéro 1. Dans un environnement riche en oxygène, une étincelle causée par un court-circuit suffit-elle à mettre le feu à une touffe de cheveux sans crème capillaire? Début du test dans 3, 2, 1. Aucun résultat avec seulement l'étincelle. Test numéro 2. Dans des conditions identiques, la touffe de cheveux imprégnée de crème capillaire va-t-elle prendre feu? Ça flambe, ça jette des étincelles. Et ça remonte sur le câble. Le test initial étant une réussite, l'équipe s'accorde un petit moment de détente avec une bombe de lac. Comme l'indique l'étiquette, une bombe de lac est hautement inflammable, pour la plus grande joie des Mythbusters. Il ne vous reste plus qu'à faire un test grandeur nature pour voir si vous réussissez à obtenir une explosion et une décapitation. Il faut recréer les conditions d'un cockpit de chasseur en haute altitude. Pour ce faire, Tori s'attaque au problème du volume d'un cockpit. C'est dur, les maths. Pour vérifier ses calculs, il se rend au musée Hiller de l'aviation. Le cockpit de cette US-A4 est quasiment identique à celui d'un chasseur canadien Starfighter, l'avion du mythe. C'est certainement plus facile à mesurer de l'extérieur, mais c'est plus marrant de l'intérieur. Tori dispose de toutes les données nécessaires. Comment va-t-il s'y prendre pour fabriquer son propre chasseur à partir des rebuts des Mythbusters? Je crois que j'ai trouvé mon cockpit. Le charameur, une maquette de requin récemment utilisée pour reconstituer une scène d'un célèbre film aquatique hollywoodien. Pendant que Tori s'affaire sur le cockpit, le reste de l'équipe tente de transformer l'ancien requin en jet. Grant est chargé de recréer les conditions qui règnent dans le cockpit à 9000 mètres d'altitude. Il installe des admissions d'air qui apporteront de l'oxygène aux pilotes et de l'air normal pour pressuriser la cabine. Avec des cheveux récupérés chez le coiffeur du coin, Carrie fabrique une perruque pour sa recette de pilote flambé. Si ta carrière ne décolle pas, tu pourras toujours te recycler dans l'industrie de la perruque. Et pour une décapitation réussie, il vous faut une tête. Embrasse-moi. Voici le casque que les pilotes portaient dans le F-104 Starfighter. Tu as vu cet aigle? C'est beau. C'est génial. Le casque et le masque facial offrent un cachet d'authenticité à l'expérience. Ils ont des petites têtes, ces Canadiens. Et bien serrés autour de la tête de Adam permettent de goûter un silence très reposant. Oui, je ne peux plus bouger le visage. C'est le micro du pilote. Grant pense que la source la plus probable d'étincelles venait d'un court-circuit dans le système de communication du pilote. Il installe donc un système de mise à feu dans le masque facial pour reproduire le court-circuit. Et le plan B? Leur fidèle système d'allumage de maquettes de fusée. Ils tenteront également l'expérience avec ce casque intégral de chasseur MiG russe. Ils vérifient tout d'abord son étanchéité autour du cou. On dirait que ça fonctionne. Tu es prêt à décoller? Et maintenant, l'étape la plus amusante. Attention les yeux. Aucun problème, c'était du gâteau. Maintenant qu'il peut à nouveau respirer, Grant émet des doutes sur la véracité de ce mythe. C'était nul. Dans le second opus des aventures d'Indiana Jones, Indiana Jones et le Temple maudit, le héros se sert d'un canot de sauvetage comme parachute pour sauter d'un avion en perdition. Pour tester cette belle cascade hollywoodienne, les Mythbusters ont besoin de quelques éléments d'évacuation gonflables. Et pour cela, pas de meilleur spécialiste que Rick Dixon, dont l'avis sur l'issue de l'expérience à venir ne devrait pas être révélé à Buster.
Je pense qu'il va faire une belle chute libre. Le canot va tournoyer comme une pièce lancée à pile ou face. Il va faire la culbute? Oui, je pense. Ce serait mauvais. Il existe 2 types d'équipements d'évacuation qui feront chacun l'objet d'une expérience. Pour la seconde, Buster sera accroché à un toboggan d'évacuation. Pour la première chute, tel Indiana Jones, c'est à bord d'un canot de sauvetage qu'il s'élancera pour tenter de rejoindre le sol sain et sauf. Le canot est prêt à l'emploi et nos 2 amis s'apprêtent à le gonfler. Alors c'est ça? C'est votre canot. Il va avoir quelle taille? Il est prévu pour 46 personnes. 46 personnes. C'est ça, il fera environ 8 mètres de diamètre. Je peux me tenir dessus pendant qu'il se gonfle? Oui, si tu veux. Adam contient à grand-peine son excitation. Tire sur le câble, tire sur le câble. Il y a un manuel. C'est incroyable. Le canot de Buster est prêt, mais comment va-t-il tenir dessus? À mon avis, on devrait le poser juste ici et l'attacher. On l'accroche. C'est tout ce qu'on a à faire. On a juste à tendre des cordes aux 4 coins. Il est juste à côté du manuel. Il pourra le lire pendant la descente. Tout canot de sauvetage comporte un kit de survie. Il ne servira à rien pendant l'expérience, mais il vaut tout de même le coup d'œil. Ce n'est pas aussi excitant que je le pensais. On a des bandages, un kit de premier secours. Des vitamines au café. Je vais manger toutes celles que je trouve. Regardez ça. On peut le monter? On se croirait à Noël. Du liquide vert. On dirait du sang d'extraterrestre. D'où il vient, ce truc vert? Tu viens d'en boire? C'est de la teinture. On dirait un mauvais épisode d'urgence. Regardez, on vient juste de procéder à une césarienne en catastrophe. Encore une tablette au café? Je sens que je vais devenir accro. À la fin de l'émission, je ne pourrai plus m'en passer. Buster va être installé en plein centre du canot, comme on le voit dans les films. Il va se tenir exactement comme dans un canot qui serait sur l'eau. Indiana Buster et le canot infernal. Première manche. C'est l'une de ces expériences où je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Le canot va peut-être rester parfaitement stable, flotter jusqu'au sol et amortir l'impact pour son passager. C'est ce qu'on espère. Mais plus vraisemblablement, il va tourner comme une pièce de monnaie pendant sa chute et s'écraser à l'atterrissage. Sur ces belles paroles, que le spectacle commence. Le Sikorsky S-58 Big Dog se prépare à décoller. Le canot est accroché à l'hélicoptère. La première phase est terminée. Le canot et son passager s'envolent jusqu'à l'altitude de largage. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au désastre. À moins d'un quart de l'altitude désirée, les câbles lâchent et notre parachutiste d'un jour s'essaie à la chute libre. Vous avez vu l'explosion? On aurait dit une gerbe d'eau. Nous déconseillons aux amis et à la famille de Buster de regarder les images qui vont suivre. C'est une partie de son crâne. Sa colonne vertébrale est brisée. Où est la boîte noire? Ah, la voilà. C'est l'accéléromètre de sa tête. Et il est en bouillie. C'est grave? Très. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Adam n'en croit pas ses yeux. Leur pauvre mannequin est répandu sur le sol, telles les feuilles en automne. Buster est bon pour la casse.
J'hésite à appeler les pompiers pour voir s'ils peuvent le réanimer. Le carnage est digne d'un film d'horreur hollywoodien et d'une ampleur telle que l'avenir de l'expérience est en suspens. Malgré ce que l'équipe pensait être un harnachement de sécurité, Buster est tombé du canot. Ça nous donne une idée de la violence de l'impact. Même la silicone est en miettes. Les instruments ont connu le même sort. La tête de Buster a éclaté en 1000 morceaux et l'accéléromètre qu'elle contenait est complètement détruit. Cela prouve de manière indéniable à quel point une chute de quelques dizaines de mètres est mortelle. Les cordes dont nous nous sommes servis pour tout attacher se sont déchirées. Il y a plusieurs déchirures. Et ces cordes ont une résistance de plus de 100 kg chacune. Nous en avions 6 attachés à divers endroits. Pendant ce temps, au bloc opératoire, Chacun de ses os est cassé. C'est de loin les pires dégâts jamais subis par Buster. deuxième manche. Jamie veut à tout prix éviter que les cordes ne lâchent une nouvelle fois. Cette fois-ci, nous utilisons de grosses sangles. Nous en avons attaché 2 qui ne devraient pas lâcher. Elles pourraient soulever un avion. Le docteur Savage et son équipe ont réussi un véritable miracle médical en ressuscitant leur patient. Ils ont remplacé tous ses os, l'ont décoré de nouveaux autocollants de mesure d'impact et lui ont transplanté un nouvel accéléromètre dans la tête. Je vais enfreindre quelques lois écologiques quand je prendrai ma douche. Salut Buster. Buster semble ne plus être attaché, mais il est toujours dans le canot. Ils sont à 600 mètres. Allez-y, dès que vous êtes au-dessus de la cible. Tenez-vous prêts, ils vont le larguer. Allez-y quand vous voulez. Il dévie vers nous. Je me rapproche du camion. On devrait faire attention. Il va le lâcher. Il faut que tu vises là où il va tomber. Il va larguer. Faites attention. Oh non! Il est passé par-dessus bord. Le canot s'est renversé et Buster s'est fait éjecter. Il tombe en chute libre comme une enclume. Le canot est descendu à 35 km/h. Buster, par contre, a atteint les 248 km/h. Après 2 échecs, ils sont tout de même en possession de plusieurs informations intéressantes. Pour ce mythe, ils doivent connaître la vitesse de la chute de Buster avec et sans son parachute de fortune. Ils savent désormais quelle est sa vitesse sans parachute. On a tout retrouvé, sauf une main et la boîte noire. Affirmatif, on a un avant-bras et une main sur le canot. C'est pareil ou pire? C'est un peu mieux que la dernière fois. Je crois qu'on peut dire que le canot l'aurait énormément ralenti. Le canot est descendu gentiment tout seul, comme un parachute. Un parachutiste atterrit en toute sécurité à environ 23 km/h. Je crois que ça vaut le coup de recommencer l'expérience parce que le canot agit vraiment comme un parachute. C'est ce qui est apparu lors du dernier largage, même si Buster s'est détaché. Cette fois-ci, on va essayer de lui donner un vrai comportement de parachute. On va attacher Buster sous le canot et voir ce qui va se passer. Mais revenons à l'atelier où nos apprentis Mythbusters essaient de trouver si la crème capillaire d'un pilote de chasse peut provoquer une explosion dans le cockpit. Pour mettre ce mythe inflammable à l'épreuve, ils ont construit une capsule du même volume qu'un cockpit de F-104. Maintenant que le plus dur est fait, Adam montre le bout de son nez. C'est magnifique! On se croirait au Canada, non? Je te présente le pilote? Volontiers. C'est toi! Mon Dieu. Elle est faite de 70 types de cheveux. Ça roule, baby. Pendant que Adam admire sa nouvelle chevelure, Tori doit souder le poste de pilotage du cockpit. Tout est quasiment prêt et il ne reste plus qu'à répéter le protocole de l'expérience. Pour le premier test, les conditions de volume sont équivalentes à celles d'un vrai cockpit.
L'oxygène arrive dans le masque facial. Je suis très motivé par cette expérience. On va pressuriser le cockpit selon les normes à 344,5 hectopascales. J'adore les expériences qui impliquent des flammes ou des éléments explosifs. Le reste de la cabine sera pressurisé avec de l'air normal. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on m'a chargé d'éteindre l'incendie. Et je me demande qui a eu cette idée. Pendant que Grant s'occupe de l'arrivée d'oxygène dans le masque facial et installe le système d'allumage, Carrie applique consciencieusement la crème capillaire. Encore un peu? On dirait un mécano. Allez-y, fermez. Il me faut une paire de tenailles. Vice grips. Passant outre les dangers potentiels liés au fait de travailler sur une cabine pressurisée, l'équipe entame le premier test. Ça doit sortir de tous les trous de vis. Ça monte. 103 hectopascales. On devrait peut-être songer à s'éloigner. Non. J'aime le risque. J'entends une fuite par ici. 242 hectopascales. Tu peux lancer l'oxygène? On se met derrière les vitres de protection ou ce n'est pas la peine? La pression monte. Vu la surface, il y a peut-être une pression d'une demi-tonne à 344,5 hectopascales. Et c'est la même chose à l'arrière. Je pense que tout le monde devrait passer de ce côté-là, qui est soudé. Ah, ce côté-là. Tu vois? Tu es passé à un cheveu du désastre. La possibilité d'une explosion de décompression est un peu plus importante que prévu. Il est temps de repenser la sécurité du projet. Il y a eu une explosion. Pas celle qu'on attendait, mais il y en a eu une. Avant qu'il n'en obtienne une autre, retournons dans le désert de Mojave. Comme Buster n'a pas réussi à chevaucher son canot de sauvetage comme Indiana Jones, Jamie le transforme cette fois en véritable parachute. Je vais faire quelques nœuds supplémentaires un peu partout. J'en ai assez qu'il se détache tout seul. Il a le derrière qui pend. T'as vu ça? Ce coup-ci, ça va marcher. Les fameuses dernières paroles. Il va lentement pour ne rien déchirer. Il va chercher un vent ascendant. Assurez-vous de pouvoir vous mettre rapidement à l'abri. Ok Steve, vas-y, lâche-le quand tu veux. Attention, il va lâcher le canot. C'est parti. C'est parti. C'est beau! Attends, ne parle pas trop vite. T'as vu ça? Ce n'est pas encore fini. Je sais. Allez, Buster! Les petites rampes d'entrée se déploient comme des ailes. C'est génial! Buster a touché le sol. Buster a touché le sol. On dirait que ça s'est bien mieux passé cette fois-ci. On peut envisager que Buster soit parfaitement intact. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Une fois de plus, Buster a subi de très gros dégâts. Mais aurait-il survécu? Les capteurs à 50 G situés sur ses membres ont tous explosé. Mais sur sa poitrine, les 75 et les 100 G sont toujours intacts. Cela signifie qu'il est en morceaux après la chute, mais qu'il peut tout à fait avoir survécu. Supposons que vous ayez sauté de l'avion avec ce canot, que vous l'ayez gonflé à mi-chute et que vous y soyez attaché en 4 points comme sur un parachute. Alors il est possible que vous ayez une chance de survivre. Mais cette expérience est surréaliste sur beaucoup d'aspects. Il y a tellement peu de chances que vous réussissiez à vous harnacher au canot alors que vous venez de tomber de l'avion que cela en devient ridicule. Mais la journée de Buster n'est toujours pas terminée. Pour l'expérience suivante, il va être lâché avec un toboggan d'évacuation gonflable.
Ça va, Adam? Super, Jamie. Je ne vous sers pas à grand-chose, mais c'est pour faire beau sur l'image. J'ai l'impression de participer à une parade. La première expérience de la crème capillaire explosive a failli tourner au désastre. Et l'équipe junior a de toute évidence besoin de l'aide d'un adulte. Tu es passé à un cheveu du désastre. Chez les Mythbusters, cela veut dire Jamie. Pour l'instant, j'ai l'impression que personne ne sait exactement comment cela va se dérouler. Je pense qu'on va continuer à avoir des fuites ou des explosions. Sous la baguette de Jamie, l'équipe se met au travail. Tori répare les branchements endommagés par l'explosion et tous les systèmes de la capsule sont équipés pour fonctionner à distance. On dirait que ça tient. C'est très bien. Mais pourquoi diable est-ce que Jamie apparaît en premier? Pendant que Adam renégocie son contrat, les préparations touchent à leur fin. Test numéro 1, deuxième essai. Je commence la pressurisation. La pression augmente et l'équipe reste à bonne distance. Adam utilise un viseur de fusil pour surveiller l'expérience en toute sécurité. Il y a une grosse fuite quelque part. L'air circule toujours. Tu m'entends même avec tes boules qui est? Quoi? Tu m'entends avec tes boules qui est? Bien sûr que non. J'ai fermé la vanne. Imperméable et heureux de l'être, aux instructions de Jamie, Adam recherche les fuites et les referme avec son fidèle tournevis électrique. Ça monte toujours. Ça va plus vite. On arrive à 275. 344. Carrie, lance l'oxygène. C'est parti. 5, 4... Après 5 minutes d'arrivée d'oxygène dans le masque, Grant s'apprête à générer le court-circuit. 5 minutes d'oxygène, tu peux déclencher l'étincelle. Ce sera une étincelle électrique avec notre principal système de mise à feu. Attention, étincelle dans 3, 2, 1, étincelle. Ne serait-ce pas le son d'un mythe bidon? Comme le court-circuit ne déclenche aucune explosion, le plan B se profile à l'horizon. C'est le système de mise à feu de notre maquette de fusée. 3, 2, 1... Rien du tout. C'était génial. Il y a de la fumée qui sort du casque. Ferme l'oxygène. Ça y est. Dépressurisation. De manière inattendue, le gaz carbonique de l'extincteur de Tori a fait doubler la pression dans le cockpit. Le niveau est maintenant dangereusement haut. Restez derrière les vitres. La pression redescend à 654 hectopascales. On se croirait dans un sous-marin. Ça fait peur. On est à 500 mètres et on descend toujours, commandant. C'est super. C'est effrayant. C'est incroyable, ça a marché. Je suis très impressionné. Très franchement, je ne pensais pas qu'il allait se passer quoi que ce soit. Je suis très content que le feu ait pris. Quand j'ai envoyé le gaz carbonique pour éteindre les flammes, la pression a augmenté dans le cockpit. La pression est montée jusqu'à 689 hectopascales. C'était super. Ceci dit, il n'y a pas eu d'explosion. Pas d'explosion, soit. Mais le pilote a tout de même eu un peu chaud sous son casque. Et ceci dans les conditions réelles de vol en haute altitude. Ce mythe serait-il véridique? J'ai mis des gants en prévision de la chaleur. Regardez son visage. Ça risque de lui causer de petits soucis. Son nez et ses lèvres ont fondu. C'est tout ce qui reste du masque à oxygène. Il existe beaucoup de cas impliquant des éléments que l'on retrouve dans ce mythe. Au début des années 90, un pilote qui venait de monter dans son appareil sur un porte-avions a enfilé son masque à oxygène. Sa crème capillaire aurait réagi au contact avec l'oxygène, fait sauter le casque et le pilote s'est retrouvé brûlé au 3e degré. Mais l'accident le plus célèbre est celui qui s'est produit dans la capsule Apollo 1. Apollo astronauts Roger Chaffee, Edward White, and Gus Grissom lose their lives in a tragic flash fire aboard their grounded space capsule. Des câbles défectueux et un environnement d'oxygène pur ont provoqué un feu subit. Comme la cabine était pressurisée et que la porte s'ouvrait vers l'intérieur, les astronautes n'ont pas pu s'échapper.
Mais revenons à notre parachutiste amateur. Buster va tenter sa chance avec un toboggan d'évacuation gonflable. C'est vraiment génial! Comme Tigrou, c'est lorsqu'il rebondit que Adam réfléchit le mieux. Il faut qu'on trouve où mettre Buster. Pourquoi pas en plein milieu? Il serait comme ça et il hurlerait de peur. D'accord. Après 3 essais avec le canot de sauvetage et une meilleure compréhension des forces en présence, Jamie et Adam ont vite fait d'attacher leur victime sur le toboggan. L'hélico est prêt? Buster, tu es autorisé à décoller. On devrait se mettre à l'abri parce que le vent va l'entraîner par ici une fois qu'il aura décollé. Le vent augmente, soyez prêts à vous mettre à l'abri. « 600 mètres. Ils sont à 600 mètres, tenez-vous prêts. C'est parti. Regarde, il flotte. Pour l'instant, je suis sûr qu'il va basculer. On dirait que c'est ce qu'il veut faire. Dis à tout le monde de faire attention. Faites bien attention. C'est incroyable. Mon Dieu. Quoi? On dirait qu'il va se renverser d'une seconde à l'autre. Je sais. J'ai presque envie d'essayer moi-même. La chute avait l'air très douce. La vitesse maximale était de 67 km/h au moment où il se balançait le plus. Mais la plupart du temps, c'est resté entre 30 et 40. Une nouvelle fois, le pistolet radar de Grant a pu mesurer la vitesse d'impact lorsque Buster a touché le sol. Alors, quel est le verdict? Ce mythe hollywoodien est-il réalisable? Je ne vois aucun dégât. Pas un os de Buster ne s'est cassé. Voyons sa poitrine. Tout va bien. Et les autocollants de mesure d'impact de 50, 75 et 100 G sont tous intacts. On dirait que Buster a survécu. Ça m'épate. Sa chute a semblé très douce. Ça a l'air très marrant. Ça a surtout l'air d'être le saut en parachute le plus effrayant du monde. Il semblerait donc qu'un être humain peut survivre à une telle chute. Le toboggan a freiné la descente et amorti l'atterrissage en fonctionnant comme un véritable airbag géant. Ça m'a vraiment surpris vu toutes les difficultés que nous avons connues auparavant. Mais tout s'est passé à merveille. À part le problème auquel nous nous heurtons depuis le début avec ce mythe, c'est-à-dire que c'est absolument impossible à réaliser avec un avion qui vole à 700 km/h, je pense que ce serait la bonne manière de le faire si c'était réalisable. Que penses-tu de ces résultats? On s'est bien amusé. Malgré ce que nous pensions, le canot de sauvetage et le toboggan d'évacuation ont permis de ralentir assez fortement la chute de Buster. Mais il est impossible d'ouvrir la porte pour déclencher le toboggan. Dès que tu le gonfleras, le vent l'arrachera de l'avion. Et si tu le gonfles à l'intérieur de l'avion, tu ne pourras plus le faire passer par la porte. Quel que soit le point de vue, je crois que le mythe est bidon. Je suis d'accord. Bel effort, Indiana Buster. Mais ce mythe ne tient pas debout. Pendant ce temps, à l'atelier, l'équipe Crème Capillaire est parvenue à donner un petit coup de chaud à leur pilote. Ça risque de lui causer de petits soucis. Mais le mythe parle d'une décapitation par explosion. Il faut donc recommencer. Dans l'espoir d'améliorer les qualités inflammables du cocktail cheveux crème, Carrie ajoute une barbiche qui ressemble à s'y méprendre à celle de Jamie. Ce sont leurs propres poils? Ouais. Tu sais, Grant, c'est le fils caché que Jamie a eu pendant la guerre de Corée. Après toutes ces années, ils se rencontrent enfin. Pour ce test, ils vont utiliser le casque MiG étanche.
Ils pensent que grâce à cette étanchéité, l'oxygène restera à l'intérieur du casque et générera une plus grosse explosion. Le casque est étanche, pas la peine de pressuriser. Le premier court-circuit aura lieu sur le câble du côté de la caméra, près de la moustache. Je pense que ça va marcher. Je vois de la fumée. Ça explose, il a pris feu. Carrie s'enflamme en voyant le résultat qui confirme l'un des éléments clés de ce mythe. Carrie, coupe l'oxygène. Le feu a été déclenché par la simple étincelle d'un court-circuit de 24 volts. C'est un super résultat. Ça a explosé et j'ai vu les flammes jaillir. Ça me rappelle Jamie après son enterrement de vie de garçon. Mais même si les pellicules du pilote ont grillé, sa tête est toujours sur ses épaules. Maintenant, on va essayer d'obtenir une grosse explosion. Pour la déclencher, nous allons utiliser plusieurs produits pour les cheveux. Plusieurs de ces produits contiennent des combustibles, des solvants et des évaporants qui sont tous hautement inflammables, voire du pétrole. Et je pense qu'on va obtenir une belle explosion. Par pitié, ne tentez jamais une expérience de décapitation explosive avec des produits de soins capillaires chez vous. Allons-y. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1... Zut, Il ne se passe rien. mise à feu de secours. Ma vessie a failli lâcher. 3, 2, 1... Si, ça marche. Génial, enfin une explosion. C'était plutôt satisfaisant. Vous avez fait du bon travail sur ce mythe, c'est très positif. Quelles sont vos conclusions? C'est étonnant, mais une grande partie de ce mythe est vraie. De la crème capillaire, un environnement riche en oxygène, comme c'est le cas dans un cockpit, et une étincelle peuvent provoquer un incendie, et même un incendie très sérieux. Mais si l'on respecte l'entière définition de ce mythe, qui parlait d'explosion et de décapitation, nous sommes très loin d'avoir réussi tout cela. Donc je dirais que le mythe est bidon. Comme dans tous les mythes que nous étudions, il y avait une part de vérité, mais nous n'avons pas pu le reproduire exactement. C'est vrai. Pas de décapitation et encore un mythe bidon. Mais revenons au mythe du canot de sauvetage parachute. Même s'ils ont déjà prouvé qu'il était irréalisable, Adam et Jamie veulent s'attaquer à une autre histoire incroyable, la plus longue chute libre à l'issue de laquelle la personne a survécu. Un jour, une bombe a explosé dans un avion et une hôtesse de l'air a survécu à une chute de 10 000 mètres alors qu'elle n'avait pas de parachute. On l'a retrouvée vivante, attachée dans son siège dans les débris de l'arrière de l'avion. Le 26 janvier 1972, le vol 364 reliant Copenhague à Zagreb explose en plein vol à une altitude de 10 000 mètres dans le ciel de l'ancienne Tchécoslovaquie. 27 passagers membres d'équipage trouvent la mort dans l'explosion ou lors de l'impact. Mais l'histoire raconte qu'il y a eu une survivante, l'hôtesse de l'air Vesna Vulović. Qu'est-ce que l'on va faire pour reproduire ce mythe? Regarde autour de toi. Nous sommes entourés d'épaves d'avions. Je pense qu'on devrait découper la section arrière de l'un de ces appareils, attacher Buster dans le siège réservé à l'hôtesse de l'air et lâcher le tout de la même altitude que pour le canot de sauvetage. Jamie et Adam disposent d'un indice de premier ordre. Ils savent que l'avion dans lequel Vesna Vulović a été retrouvée était un DC-9. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de poids. Voilà le siège de l'hôtesse. Génial. La charge limite de l'hélicoptère est de 1600 kg. C'est le moment de faire un peu de bricolage. On amène le camion et on commence à découper? Allons-y. On sait où on va couper. Alors faisons-le et pesons le tout pour voir si ça ira. Messieurs, choisissez vos armes. Un levier, $20. Un tournevis électrique, $150. Une scie circulaire à lame abrasive, $200. Et une journée passée à découper un avion dans le désert de Mojave. Ça n'a pas de prix. Ce sont des merveilles de construction et ça nous permet de voir tous les détails de sa fabrication.
Regardez-moi toutes ces cochonneries. C'est à croire qu'ils ne voulaient pas que leur avion tombe en morceaux. Je crois qu'on a terminé pour la carlingue. Nous allons maintenant le détacher du reste du fuselage. Puis nous allons le soulever à l'aide de chaînes pour voir combien elle pèse. Je dirais que son poids avoisine les 1650 kilos. On va être un peu au-dessus de la limite, mais pas de beaucoup. Bien vu, Adam. Mais alors que la grue soulève le bout du fuselage pour le mettre sur la balance... Zut! Pour l'instant, ce morceau de DC-9 pèse 2720 kg, soit un bon tiers de trop par rapport à ce que l'hélicoptère peut soulever. On a encore beaucoup de travail devant nous. Le fuselage subit donc une cure d'amaigrissement. Adam enlève tout ce qu'il trouve tandis que Jamie se charge du sale boulot. Adam, j'ai un cadeau pour toi. Wow! Ils ont considérablement allégé le fuselage, mais ce n'est toujours pas suffisant. Un nouveau lifting est de rigueur. Allez! Vous connaissez une plus belle façon de terminer votre journée? Le découpage est terminé, mais le régime express a-t-il été assez radical? 1585 kilos. Parfait. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pas pu trouver un seul exemple de personne ayant tenté de sauter d'un avion à l'aide d'un canot de sauvetage ou d'un toboggan d'évacuation. Mais l'histoire de l'aviation regorge de miraculés. Des gens qui ont réussi à survivre malgré des chutes vertigineuses à bord de l'épave de leur avion. Je vais prendre des exemples croissants. En janvier 1945, un pilote de bombardier B-17 a survécu à une chute de 8200 mètres dans ce qui restait de son appareil. Toujours en 1945 et toujours sur un B-17, un canonnier de queue a survécu à une chute de 8500 mètres. Malheureusement pour tomber aux mains de l'ennemi. C'est nul. Il était parfaitement indemne. Plus récemment, Steve Fossett a survécu à une chute de 8800 mètres dans l'épave du ballon avec lequel il essayait de faire le tour du monde. Il a estimé qu'à l'impact, sa vitesse n'était plus que de 65 ou 70 km/h. Buster est prêt à décoller. Le fuselage a atteint son poids de forme et l'expérience va bientôt commencer. C'est le moment que l'on attend tous depuis le début de la journée. Je vois 3 moyens différents pour que Buster s'en sorte avec la vie sauve. Tout d'abord, la surface du fuselage permettra peut-être de ralentir assez la chute pour qu'il puisse y survivre. Je pense que ça va être un massacre. Ensuite, le fuselage va peut-être se déformer et absorber l'impact avant que cet impact n'atteigne Buster. Après la chute, ce sera une crêpe. Enfin, s'il est correctement attaché à son siège, il ne va pas être trop secoué par l'impact. S'il est bien maintenu et qu'il reste bien en place, il évitera des blessures supplémentaires infligées par les jets qu'il va encaisser. Je ne sais vraiment pas laquelle de ces hypothèses va se concrétiser au cours de cette chute. En fait, tout dépend de la manière dont il va tomber. Dans l'histoire de l'hôtesse de l'air, cette dernière a été retrouvée attachée à son siège dans l'épave. Il n'entrera jamais là-dedans. Mais Buster est un peu plus gros que la plupart des hôtesses de l'air. Salut Buster. J'ai été ravi de te connaître. Je vais me tenir sur le point de décollage pendant que l'hélicoptère prend de l'altitude. Ma plus grosse inquiétude, c'est le décollage en lui-même, parce qu'il faut que je me trouve à côté quand il quitte le sol. Jusqu'ici, à chacune de nos expériences, je me trouve en dessous de l'hélicoptère, à chaque décollage. Et j'essaie de trouver un coin où courir me mettre à l'abri. Mais j'ai toujours l'impression qu'il me suit. Alors que le fuselage prend de l'altitude, les craintes de Jamie se concrétisent. L'hélicoptère a du mal à atteindre l'altitude de largage et évolue en cercle autour de l'équipe au sol. Pendant quelques secondes, le silence radio se fait tandis que tout le monde cherche un abri.
Je pensais qu'il monterait tout droit, mais il est resté juste au-dessus de nos têtes avec 1,5 tonnes de ferraille au bout des câbles. On s'est réfugié de l'autre côté de la barrière. C'est assez inquiétant. D'ailleurs, on dirait qu'il revient vers nous. Donc je vous recommande de venir nous rejoindre. Mais l'hélicoptère finit par atteindre l'altitude de largage. La chute est extrêmement spectaculaire. Comme le dit le proverbe, ce n'est pas la chute qui est mortelle, c'est l'atterrissage. Quand il a touché le sol, on l'a vu s'écraser et on a senti un gros choc. C'était un bel impact. J'espère qu'on n'aura pas trop de choses à découper pour sortir Buster de là. À l'aide de son pistolet radar, Grant a mesuré la chute du fuselage à 150 km/h. À cette vitesse, notre courageux volontaire a-t-il pu survivre? Mon Dieu, c'est sans dessus-dessous. Dans l'histoire d'origine, l'hôtesse de l'air souffrait de plusieurs blessures, mais avait survécu. Comment Buster s'en est-il tiré? Je n'arrive pas à l'atteindre. On ne partira pas sans Buster. On n'abandonnera pas notre mannequin. Ce dont je me rappelle surtout pendant la chute, c'est d'essayer de me mettre à l'abri. Avec toutes ces émissions derrière moi, maintenant, si j'ai envie de me sauver, je le fais. C'était le cas aujourd'hui. Buster s'est mis en position fœtale. Mais à première vue, ça n'a pas suffi. On dirait une guirlande de Noël. Lorsque le fuselage a touché le sol, il s'est affaissé. Et ça a fait le même bruit de décompression que lors d'un accident de voiture. Il s'est écroulé. Je me suis dit qu'il allait peut-être exploser, mais il s'est juste affaissé. Je crois que, lors d'une chute dans une épave, parmi les circonstances qui pourraient, selon nous, sauver la vie de Buster, le ralentissement de la vitesse de la chute est absolument inopérant. Une diminution de 30% de la vitesse donne encore une chute à 150 ou 160 km/h, ce qui reste mortel. C'est bien ça? Son pied est complètement cassé. Je ne pensais pas qu'on pourrait le casser davantage, mais on y est parvenu. Quand je vois ce massacre, et que je pense à l'hôtesse de l'air qui a survécu dans la queue de son appareil, je me dis, en regardant la soute qui est à l'envers, et donc au-dessus de l'épave, qu'elle n'a pas l'air si endommagée que ça. Si Buster était tombé correctement, dans le bon sens, il aurait peut-être survécu. Tout n'est qu'une question de détail. Quelles étaient les circonstances exactes? Dans quelle section de la queue de l'appareil se trouvait-elle? Quelle est la vitesse de l'avion lorsque vous essayez de sauter avec un canot de sauvetage? C'est ce genre de détail qui fait toute la différence entre une expérience ratée ou réussie. Bon, assez de détails. Quel est le verdict? Vu que nous savons que cette histoire d'hôtesse est véridique et qu'il existe d'autres histoires de survivants de chutes impressionnantes, je dirais que c'est tout à fait plausible. Ceci dit, ce n'est pas la méthode la plus sûre pour descendre d'un avion. Mais c'est plausible. C'est possible de survivre à une telle chute. Donc, ce n'est pas le meilleur moyen de prendre l'avion, mais c'est plausible. Pourrions-nous observer une minute de silence en l'honneur de Buster et de son dévouement à notre cause? Merci, Buster. Jamie ne veut pas, il trouve ça débile.